Euh, Lors de la dernière séance, nous n'avons pas eu vraiment le temps de poser des questions et j'ai pu constater qu'après la séance, beaucoup d'entre vous sont venus me poser des questions. Donc, je voudrais essayer aujourd'hui de faire un exposé peut-être un peu plus condensé pour vous laisser davantage de place pour la parole et aussi pour ne pas déborder, car je sais que le traducteur souhaite absolument terminer aujourd'hui à 10h30 car il a une autre conférence à traduire après celle-ci. Donc nous sommes tenus par le temps aujourd'hui encore plus que d'habitude. Alors cette dernière séance, elle sera consacrée, comme je l'ai indiqué, aux perspectives de recherche que l'on peut développer autour de la théorie de l'attachement social. Je ne voudrais pas, bien sûr, ici faire une synthèse globale de tout ce que l'on a dit déjà depuis tout ce que j'ai dit et tout ce dont on a discuté depuis le début de ce mini-cours, mais je voudrais reprendre quelques éléments et les approfondir. Et puis, euh, donc, je vous rappelle un petit peu le cheminement aussi que nous avons suivi, comme je le fais à toutes les séances. Donc, on arrive bien à la fin de ce cycle après avoir défini de façon conceptuelle le tissage des liens sociaux, d'après avoir analysé les inégalités de l'entrecroissement de ces liens sociaux, après avoir examiné en quoi les liens sociaux peuvent constituer un cadre analytique intéressant pour analyser les luttes sociales. On a parlé des comparaisons internationales et j'ai développé le concept de régime d'attachement social. Et puis la semaine dernière, on a eu un exposé, enfin je vous ai fait un exposé sur ce que j'avais pu percevoir de la réalité sud-américaine de l'attachement social à travers mes travaux, à travers mes recherches, à travers aussi les discussions que j'ai pu avoir avec des chercheurs latino-américains et aussi à partir d'observations personnelles que j'ai pu faire dans plusieurs pays d'Amérique latine. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir jusqu'où peut nous conduire cette théorie de l'attachement social. Alors aujourd'hui, je m'appuierai en particulier sur le texte de la conclusion de l'attachement social, mais je ne m'y limiterai pas. C'est une assez longue conclusion qui est ouverte, mais j'irai aussi au-delà de cette conclusion. Euh, un point important dont on n'a pas encore parlé, et c'est le plan que je vous propose de suivre, et je voudrais commencer par ce point-là, c'est le clivage que l'on peut trouver entre la psychologie et la sociologie lorsqu'on parle d'attachement. Euh, et je vous expliquerai comment, à travers la théorie de l'attachement social, on peut euh, essayer de dépasser ce clivage. Je vous rappellerai quelques éléments sur l'intérêt de ce cadre analytique et théorique pour étudier les inégalités et les conflits. J'essaierai aussi ensuite de vous parler de la dynamique des régimes d'attachement social, comment on peut les analyser dans leur transformation potentielle. Et je voudrais terminer sur un projet de recherche. Alors, on pourrait en définir de nombreux, et la discussion que j'ai pu avoir avec vous depuis le début de ce cours, c'est que je me rends compte que vous menez vous-même des travaux qui peuvent entrer tout à fait ou qui peuvent être menés en relation avec le cadre théorique de la théorie de l'attachement social. Mais en tout cas, je voudrais vous proposer, en ce qui me concerne, un projet de recherche que je viens d'élaborer pour analyser les aspirations et les stratégies d'ascension sociale dans les quartiers populaires de plusieurs métropoles. Et j'aimerais beaucoup pouvoir mener cette recherche à Paris, évidemment, dans d'autres métropoles aussi en Europe et aussi en Asie, mais également à São Paulo. Et donc, c'est un petit peu dans cet esprit-là que je voudrais terminer ce mini-cours comme une ouverture, comme un prolongement d'une autre recherche internationale à venir. Alors, le premier point important, me semble-t-il, par rapport à la théorie de l'attachement social, c'est le clivage qu'il peut y avoir entre psychologie et sociologie. Euh, Mon ouvrage, L'attachement social, porte sur une question générale de la sociologie.
et couvre dans sa perspective et son ambition comparative plusieurs aires culturelles, comme vous avez pu le constater. Et donc sa perspective globale, j'insiste pour pouvoir qu'il est important en sociologie de continuer à analyser le tout social, ça débouche sur une théorie sociologique de l'attachement qui se veut distincte de la théorie de l'attachement telle qu'elle a été développée en psychiatrie et en psychologie du développement. Elle se veut distincte, mais elle peut aussi entrer en dialogue avec cette théorie psychologique de l'attachement. Et la question que je me pose sont ces deux cadres théoriques, sont-ils conciliables? Le travail de rapprochement entre ces deux perspectives reste à faire et c'est un petit peu dans cet esprit que je voudrais vous entretenir, vous parler de cette question qui me semble importante. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de le faire jusqu'à présent, mais quand on parle d'attachement, en Europe en particulier, mais je pense aussi en Amérique latine, il y a spontanément une référence qui s'impose, c'est celle qui relève de la théorie de John Bowlby, qui a développé cette théorie de l'attachement en psychiatrie et en psychologie. Ce qu'a cherché à faire John Bowlby, c'est d'étudier le premier lien, c'est-à-dire ce lien qui constitue le premier lien pour tout être humain à partir de sa naissance. Celui donc qui l'attache durablement à la personne qui le prend à charge dès sa naissance et qui lui fournit la sécurité, l'affection indispensable à sa survie et à son développement. Et cette théorie donc du premier lien, de ce lien fort avec la personne qui prend en charge, qui apporte de l'affection et de la sécurité à l'enfant, elle joue un rôle fondamental dans cette relation entre l'enfant et en particulier sa mère a été à l'origine donc de travaux menés donc par ce psychiatre anglais John Bowlby. Alors, lui-même a publié 3 volumes en anglais qui ont été traduits en français sous le titre, qui reprend d'ailleurs le titre tout à fait exact initial en anglais. Il s'agissait simplement de traduire. Donc, c'était Attachement et perte. Le volume 1, c'était Attachement. Volume 2, c'est Angoisse et colère. Et le volume 3, c'était Tristesse et dépression. Donc, ces 3 volumes ont été traduits en français en reprenant le terme attachement, qui est en anglais attachment. Et donc, on a en français, la possibilité de traduire par attachement sans aucune difficulté. Mais vous voyez que finalement, et j'ai mis ça volontairement dans la diapo ici, que vous pouvez constater, autant ces 3 volumes qui ont été publiés au PUF porte le terme et a été traduit par attachement et perte. En portugais, on a traduit par apego. Et on a transformé d'ailleurs le titre, c'est A Natureza do Vínculo, et donc apego et perda, c'est écrit donc en sous-titre, alors que dans l'édition originale, apego et perda, attachement et perte, c'est le titre initial. Cela pose d'ailleurs un problème dont j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec notamment notre interprète et avec aussi d'autres sociologues latino-américains. Et c'est une question intéressante. Est-ce que en elle-même, est-ce que attachment en anglais, est parfaitement est parfaitement traduisible par apego. Apego, si je comprends bien la langue portugaise, c'est un sens très fort, c'est un sens qui met l'accent sur une dimension émotive, affective, très, très forte. Bien sûr, dans attachement, il y a cette dimension aussi, dans attachment, il y a cette dimension émotive, et dans les liens sociaux, si on se réfère
aux écrits notamment de Norbert Elias, on voit que finalement, dans le lien, il y a toujours une dimension émotive qu'il faut prendre en compte, qu'il ne faut pas écarter. Cela dit, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que apego, c'est quand même pas un peu trop fort par rapport à la notion d'attachement telle qu'on pouvait la définir Bowlby. Et donc, dans attachement, en français, il y a une dimension émotive, mais elle n'est pas aussi forte que dans le terme apego. Et justement, on a traduit ici le terme attachement par vinculation depuis le début. Et donc, vous voyez qu'il y a là tout un problème. On est entre vinculation et apego. Peut-être que vinculation, c'est pas assez émotif et apego, ça l'est beaucoup trop. Donc, on est là dans une difficulté linguistique et vous remarquerez, si vous recherchez, j'ai fait cette petite recherche, j'ai remarqué que ce problème-là existe aussi en italien et en espagnol. On va avoir le même problème de traduction. Alors, il me semble quand même que vinculation, ça reste malgré tout la traduction la plus adaptée, surtout lorsque on l'utilise comme je le fais dans la théorie de l'attachement social, quand on prend en compte les deux dimensions, à la fois la dimension individuelle de l'entrecroisement des différents types de liens et la dimension du tout social, la régulation de la société dans son ensemble. Et il me semble qu'on peut retenir le terme vinculation davantage que apego, quand on parle justement de la régulation globale de la société. Voilà en tout cas ces trois, c'était le petit aparté que je voulais faire au sujet de ce problème linguistique de traduction. Alors, un petit résumé quand même de la théorie de Bowlby, parce qu'elle est passionnante. Les travaux de Bowlby sont passionnants et ces 3 volumes, moi qui ne suis pas psychiatre, je les ai dévorés avec beaucoup, beaucoup d'intérêt parce que j'y ai appris quand même beaucoup. Et je dois dire que les sociologues n'ont pas été voir chez Bowlby beaucoup parce que c'est finalement un domaine qui n'a pas du tout été pris en compte par la plupart des sociologues. Donc, je me suis vraiment tout à fait passionné pour ces travaux. Et Bowlby donc, a puisé ses inspirations dans l'éthologie, notamment dans les travaux de Lawrence, et il a cherché à établir l'effet de l'environnement sur le développement de l'enfant et de l'adulte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va emprunter à ce dernier la notion d'empreinte, qui m'a semblé tout à fait intéressante pour souligner la fixation d'une figure d'attachement entre l'enfant et sa mère, ou la personne qui est la plus présente auprès de lui et auprès de laquelle il se sent en sécurité. L'enfant va développer dès son plus jeune âge, je dirais dès sa naissance, une série de signaux pour satisfaire ses besoins de sécurité, des pleurs, des sourires, des agrippements, des suctions non nutritionnelles. Quand vous prenez un nourrisson, vous pourrez constater que très souvent, il s'agrippe à vous. Vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son père, mais il s'agrippe. Il a besoin de se sentir en sécurité, et pour se sentir en sécurité, il s'agrippe. Dans les premiers jours, dans les premiers mois, dans les premières semaines de son existence. Mais progressivement, ce nourrisson va finir par s'attacher durablement à une personne. C'est généralement la mère, mais pas systématiquement, qui lui paraîtra la plus empathique à son égard. Et donc, c'est là que cette relation va devenir à un moment fusionnelle et elle va laisser une empreinte. Et cette figure privilégiée, bien sûr, n'interdit pas des attachements auxiliaires. Mais selon Bowlby, une hiérarchie s'instaure inévitablement
C'est cette figure dominante qui déterminera la trajectoire émotionnelle et affective de l'individu. Donc ce qui se joue entre la personne qui joue ce rôle essentiel de transmission de sécurité, d'affection, de chaleur, cette personne-là va jouer un rôle capital. Et Bowlby, justement, a fait ses observations dans des orphelinats lorsque, justement, des enfants en bas âge étaient privés de leur mère ou de la figure protectrice, et donc ils devaient finalement vivre des moments difficiles liés à la séparation. Et la question est de savoir heu, comment l'enfant va réagir face à une séparation plus ou moins durable. Donc, en allant très vite, on peut dire que, cette théorie est intéressante au sens, qu'elle laisse enfin, que ce dont elle repose sur le principe d'une empreinte durable. Et cette figure d'attachement dont on parle va devenir franche à partir de 7 mois. Au cours de la période qui suit, les séparations vont être source de détresse, tant cette figure présente pour l'enfant une personne irremplaçable. Et donc, par exemple, quand on veut mettre un enfant dans une crèche, quand on veut le le confier à une autre personne ou à une institution pendant une période de la journée, il est déconseillé de commencer cette séparation à partir du 7e mois, parce que justement, c'est là que ça va être le plus difficile, parce que l'enfant est profondément en train de s'attacher à une personne. Si vous le faites à ce moment-là, ça va poser des problèmes. Il est mieux de le faire avant ou un peu plus tard. Et donc l'attachement correspond à une conduite interactive. L'enfant exprime de façon innée ou instinctive une réponse à la sollicitude de sa mère quand elle lui apporte des soins et l'attention dont il a besoin de façon vitale. On peut alors parler donc de pulsion d'attachement. L'enfant et sa figure protectrice se sentent profondément liés l'un à l'autre, et ce lien donc correspond bien à une dimension, comporte bien une dimension affective. C'est pour ça que d'ailleurs que le terme apego s'applique assez bien en portugais, parce qu'il y a effectivement cette dimension affective qui est très forte. Et cet attachement qui en résulte constitue en quelque sorte une empreinte. Et donc en observant le comportement d'enfants, de 2 ou 3 ans résidant dans des, pouponnières ou des services hospitaliers pour une période déterminée, c'est-à-dire des enfants dont la mère est éloignée et remplacée par une série de personnes inconnues, Bowlby va analyser le comportement des enfants et il va montrer qu'il y a tout un cycle d'adaptation de l'enfant qui passe de la protestation au désespoir jusqu'au détachement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait passionnant à observer, ce cycle-là. Et Bowlby remarque quelque chose, c'est que l'enfant qui passe par une phase de protestation, une phase de désespoir, et puis après, il va se réattacher finalement, se détacher de sa mère qu'il ne voit plus et se réattacher à une autre personne. Mais ce processus-là ne se fait pas tout de suite, il se fait un petit peu dans la douleur. Et une fois le réattachement effectué, on a constaté que lorsque la mère revient, l'attitude de l'enfant, c'est de ne plus la regarder. Il la reconnaît, mais il lui fait payer, entre guillemets, le fait d'avoir vécu toute cette épreuve de la séparation. Alors, il y a eu des prolongements de la théorie de Bowlby, notamment les travaux de Raphaël Milkovich sont tout à fait passionnants puisqu'elle a essayé de voir l'attachement au cours de la vie. Elle a étudié beaucoup aussi les fondements du lien amoureux. J'étais très content je suis le directeur de cette collection Le lien social au PUF et j'étais très content de publier ces travaux
dans cette collection, qui est plutôt une collection donc de sociologie. Et justement, c'était tout à fait intéressant parce que elle a montré justement comment cette empreinte, ce qui se joue au moment de la séparation inévitable entre la mère et l'enfant, à un moment donné, la mère doit bien se détacher elle-même aussi, et l'enfant aussi. Comment est vécu comment on va vivre ce moment-là et comment il laisse une empreinte, et cela va aboutir finalement chez ces théoriciens dans le prolongement de Bowlby à des personnalités différentes. Et la façon dont on entreprend, quand on développe des relations amoureuses, on voit qu'il y a des profils, des personnalités différentes qui sont liées finalement à l'histoire première de l'individu avec sa mère. Donc c'est une théorie passionnante. Mais j'ai beaucoup aimé aussi le travail de Raphaël Mikovic parce qu'elle montre que finalement, certes, il y a une empreinte, elle est durable, mais elle peut aussi évoluer dans le temps. Un petit peu comme l'habitus peut aussi se transformer. Et donc, l'empreinte, elle est là, mais il y a l'histoire continue, il y a d'autres influences qui apparaissent, et donc il peut y avoir des transformations. Et donc, Raphaël Mikovic a confirmé ce lien étroit entre la qualité des attachements vécus dans la prime enfance et la capacité à établir ultérieurement des relations intimes, équilibrées et satisfaisantes. Et elle démontre que les relations amoureuses des adultes sont en partie, mais quand même déterminées par les expériences qu'ils ont vécues dans leur enfance, selon qu'ils ont été entourés d'affection, c'est le cas de beaucoup d'enfants, ou au contraire insécurisés, abandonnés, parfois maltraités. Heu, et elle met l'accent sur le problème plus général donc de la transmission. Elle parle donc, d'un concept de l'héritage de ce moment, essentiel de la vie, de ce premier lien. Heu, les enfants qui ont été, maltraités, abandonnés, heu, ou qui ont un passé difficile, ou qui ont eu beaucoup de désespoir, à surmonter au moment de ces séparations, qui ont vécu cette insécurité, ont souvent besoin, dans la relation amoureuse, bah, de s'approprier en quelque sorte la personne, avec qui, elles sont en relation. Elles veulent effectivement que la personne ne puisse plus, être elle-même, mais en fait, il y a une sorte d'appropriation. Au contraire, les enfants qui ont été débordés d'affection, qui en ont parfois eu de trop, vont plutôt avoir le sentiment, bah, dans la relation amoureuse, bah, d'éviter, justement, ce débordement d'affection, d'être un peu en dehors parce que justement, ils ont pu sentir que ça pouvait être aussi un peu oppressant d'être, à ce point-là, comblé d'affection. Et donc, dans cette perspective, de l'analyse aujourd'hui, donc des personnalités, heu, à l'âge adulte, donc il y a toute une échelle de l'attachement, Adult Attachment Scale, qui est reconnue au niveau international. Il y a eu énormément de travaux autour de cette échelle, comporte une batterie de questions, et qui a pour objectif de distinguer plusieurs types de personnalités, comme je l'ai dit, selon les caractéristiques des relations que l'individu tisse avec autrui. Et on développe, il y a ainsi 3 types d'attachements adultes qui ont été vérifiés empiriquement, le type sécure, le type anxieux et le type évitant. Le type sécure, c'est quand même le type, plutôt, à peu près, équilibré. Le type anxieux, bah, c'est celui, que vous pouvez imaginer. Le type évitant, c'est celui qui effectivement ne veut pas trop s'engager. Chacun donc de ces types étant corrélé avec un type de relation avec le père et la mère pendant l'enfance. Et donc ce courant de recherche a pour caractéristique donc d'étudier les relations sociales à l'âge adulte, qui se traduisent par une pluralité de liens en fonction donc de l'empreinte toujours laissée par le premier lien. Alors, par rapport à ça, cette théorie est passionnante, heu, elle est vérifiée aussi empiriquement, mais effectivement, je ne me suis pas j'ai parlé donc des différents types de liens et aussi donc de ce lien, de ce premier lien, de ce lien de filiation, mais je m'en suis pas tenu là, et je voudrais à cette occasion
dans ce mini-cours, en profiter pour faire un retour finalement à Marcel Mauss, parce que lui-même a beaucoup parlé de ces rapports entre la psychologie et la sociologie, notamment dans un ouvrage qui a été publié sous le titre Sociologie et anthropologie, qui a été certainement traduit en portugais. Et il y a donc ce très beau chapitre, ce très beau texte. euh, et, euh, et ce que nous dit Marcel Mauss est tout à fait intéressant, parce qu'il dit ceci: partout dans tous ces ordres de choses, le fait psychologique général apparaît dans toute sa netteté parce qu'il est social. Ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à la psychologie des individus qu'on est en dehors du social. Le fait psychologique général apparaît dans toute sa netteté parce qu'il est social. Il est commun à tous ceux qui y participent, et parce qu'il est commun, il se dépouille des variantes individuelles. Vous avez dans les faits sociaux une sorte de nouvelle expérience de laboratoire faisant disparaître les harmoniques pour ne laisser, pour ainsi dire, que le ton pur. Donc, Marcel Mauss va procéder bien à un déplacement radical, puisque l'individuel et le social cessent avec lui d'être envisagés comme deux dimensions antagoniques. Il n'y a donc pas lieu d'opposer la théorie psychologique de l'attachement, de mon point de vue, à la théorie sociologique de l'attachement social dont je vous ai parlé depuis le début de ce mini-cours. Elles utilisent chacune un langage déployé dans un cadre conceptuel spécifique, et cela, bien sûr, ne constitue pas un obstacle en soi, parce qu'il est toujours possible de le traduire et de le rendre intelligible et signifiant au-delà de la discipline dans laquelle il s'est formé. Le sociologue peut tout à fait, comme je l'ai fait, s'intéresser à la notion d'empreinte chez les psychologues et utiliser de son côté le concept d'habitus, comme je l'ai fait également. Or, ces notions d'empreinte et d'habitus, est-ce qu'elles ne sont pas finalement assez proches? Et donc, on pourrait dire que les psychiatres et les psychologues eux-mêmes, qui ont fait donc de l'attachement leur objet d'étude, vont reconnaître aussi que ce qui se joue entre l'enfant et sa mère dès la naissance est très fortement dépendant de l'environnement social et culturel. Si on analyse la relation entre la mère et l'enfant, elle n'est pas la même d'une société à l'autre. Elle s'entoure aussi de pratiques, de pratiques culturelles. Et la socialisation de l'enfant dès sa naissance n'est pas exactement la même d'une société à l'autre. C'est-à-dire que, il y a une dépendance des conditions d'existence et des événements qui marquent la prime socialisation. Et donc, lorsque les psychiatres, les psychologues du développement insistent sur l'empreinte durable de ce premier lien et son effet sur les autres, ils admettent aussi que celle-ci peut s'atténuer avec le temps en fonction de la trajectoire spécifique de l'individu et de son attachement à d'autres groupes à l'âge adulte. C'est ce que notamment Raphaël Milkovitch, comme je vous le disais, a pu démontrer. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre en relation la notion d'empreinte et la notion d'habitus. Dans un effort de traduction, donc, il est tout à fait possible de rapprocher le concept d'empreinte et le concept d'habitus que les sociologues utilisent abondamment, comme vous le savez, à la suite d'Elias et de Bourdieu, pour étudier quoi? C'est le processus d'intériorisation ou d'incorporation par les individus des normes sociales et des pratiques ordinaires à l'œuvre dans les groupes sociaux qu'ils fréquentent et avec lesquels ils interagissent. Comme il existe plusieurs liens, plusieurs groupes, les sociologues, comme on l'a fait dans ce mini-cours, les sociologues insistent sur la pluralité de l'héritage. Il y a donc une pluralité de l'héritage qui est à prendre en compte, et donc c'est la raison pour laquelle il faut aussi avoir une approche plurielle de l'habitus, c'est-à-dire que l'habitus va se déployer. On peut envisager de prendre l'habitus, non pas simplement au sens de la classe sociale. Généralement, les sociologues qui utilisent l'habitus
c'est pour montrer les différences qu'il y a entre les groupes sociaux d'une façon assez globale, mais on pourrait très bien, et c'est ce que j'invite à faire d'ailleurs dans mon ouvrage, c'est de parler d'un habitus qui renvoie aux différentes sphères de la socialisation. Il peut y avoir un habitus professionnel, un habitus domestique, un habitus relationnel au sens du lien de participation élective, selon des groupes qui se constituent sur un mode électif. Et on pourrait dire aussi il peut y avoir, et Norbert Elias a beaucoup insisté sur cette dimension, il existe des habitus nationaux, évidemment. Et Bourdieu, qui a plutôt présenté l'habitus sous l'angle de la classe sociale principalement, a reconnu par la suite, notamment dans ses cours au Collège de France, que l'on pouvait parler aussi d'un habitus national. Donc, on peut décliner l'habitus sous ses formes diverses, mais d'une façon générale, on peut dire qu'on est là face à un processus que l'on peut comparer à celui qu'étudient les psychologues à travers le concept d'empreinte. Et donc, on peut souligner qu'on peut étudier à la fois le premier lien, tel qu'il se constitue entre l'enfant et sa mère, et les autres. Ce qui se joue dans le lien de filiation, dans la relation entre la mère et l'enfant, est la première expression de ce lien de filiation, mais se joue ensuite par extension dans les autres types de liens que tisse chaque individu au cours de ses apprentissages. Donc, il y a une première expression, mais il y en a d'autres, bien sûr, et qu'il faut prendre en compte par la suite. Donc, je redis, donc le concept d'empreinte et le concept d'habitus comportent des similitudes et constituent ce qu'on pourrait appeler des plans parallèles de construction qui peuvent être traduisibles et intégrables dans un ensemble théorique plus large. Il n'y a aucune raison de ne pas faire cette traduction. On peut traduire les concepts d'une discipline à une autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les psychologues utilisent le concept d'habitus et que les sociologues utilisent le concept d'empreinte. On peut conserver les deux expressions, mais on peut essayer de les traduire d'une discipline à une autre. Et donc, la théorie de l'attachement social, telle que je voulais développer, entend ainsi élargir le cadre analytique de la théorie psychologique de l'attachement. Et je suis vraiment très content parce que dans une encyclopédie de la qualité de la vie, c'était une encyclopédie récente, publiée en anglais, il y avait déjà une entrée attachement dans cette encyclopédie. Et là, on m'a demandé récemment de faire une entrée complémentaire de social attachment. Et donc, j'étais vraiment très content de voir que finalement, on reconnaissait aussi peu à peu la théorie de l'attachement social comme une théorie que l'on peut prendre en compte à côté de la théorie psychologique de l'attachement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, vous voyez un petit peu l'enjeu ici, le dépassement, à travers le concept d'attachement social, le dépassement de la dimension strictement psychologique de l'attachement. Je voudrais reprendre quelques éléments concernant le cadre théorique que j'ai proposé pour étudier les inégalités et les conflits. Vous avez pu constater, bon, comme le mini-cours s'appuie sur le livre, la question des conflits, elle apparaît à plusieurs endroits de ce livre. Le chapitre 8, qui lui est consacré, examine la genèse de trois mouvements sociaux, dont je vous ai parlé de deux mouvements sur les trois, le chaussonnier de Fougères, rappelez-vous, au début du XXe siècle, et celui plus récent des salariés licenciés de Molex, et enfin celui des Gilets jaunes. Et nous avons vu que ce que nous apprennent vraiment ces conflits, c'est que le succès dépend en grande partie
de la capacité à mobiliser d'autres liens que ceux pour lesquels la lutte est engagée. Très souvent, quand on analyse un conflit social, on voit que finalement, le conflit s'inscrit dans une sphère spécifique de la morale. Elle peut être professionnelle, elle est souvent professionnelle, mais pas seulement. Et, mais la réussite d'un mouvement social implique très souvent que la mobilisation d'autres liens. Ainsi, si les luttes sociales se forment autour de la conquête de la défense de liens spécifiques, elles s'expriment pleinement dans un mouvement d'entrecroissement des liens sociaux qui leur assure les meilleures chances de succès. Donc, on pourrait dire que les mouvements qui réussissent, ce sont vraiment les mouvements qui parviennent à entrecroiser plusieurs types de liens dans le mouvement lui-même. Et j'ai pu donc le vérifier avec vous à partir de luttes et de mouvements engagés. En Amérique latine, on en a un peu parlé, dans l'accès à la terre et aux droits de citoyenneté, mais aussi à propos des conflits du travail dans des mouvements pour les droits civiques aux États-Unis, fondés sur le principe du community organizing. Donc, on a ainsi possibilité de vérifier l'intérêt de passer par une analyse des liens sociaux pour comprendre les mouvements sociaux. Je dirais aussi que ce cadre analytique de l'attachement social permet d'aborder la question des inégalités, mais pas simplement des inégalités de classe, mais aussi de race et de genre. La question des inégalités des classes sociales apparaît tout au long du livre. Vous avez pu vous en rendre compte. J'ai souvent présenté des travaux statistiques, des études statistiques en croisant les différents types de liens avec les catégories socio-professionnelles, par exemple. Et la rupture des liens, notamment, peut être analysée selon la catégorie socio-professionnelle. Quand on prend en compte les liens qui oppressent ou les liens qui fragilisent, comme je l'ai fait avec vous, on voit très souvent qu'ils s'inscrivent aussi dans des rapports sociaux de classe. Donc les classes sociales ne sont absolument pas évacuées quand on analyse les liens sociaux. Au contraire, on a besoin de prendre en compte les rapports sociaux de classe pour analyser, lorsqu'on analyse les différents types de liens, leurs forces ou leurs faiblesses respectives. Mais quand on a aussi examiné les régimes d'attachement social, on a pu aussi vérifier l'effet de la structure de classe. La structure de l'attachement social ne peut être vraiment envisagée indépendamment d'une analyse des classes sociales. Cela dit, quand on regarde aussi, quand on fait ces analyses, on se rend compte que les rapports de genre occupent aussi une place très importante dans les travaux que l'on peut mener et que j'ai essayé de réunir dans cet ouvrage. Et ces rapports de genre se manifestent d'ailleurs souvent sous la forme d'une imbrication dans les rapports de classe et parfois aussi de race. Donc là encore, on pourrait dire que la question des inégalités de classe, de race et de genre peut être appréhendée, approfondie à partir de ce cadre analytique. Maintenant, je voudrais essayer d'étudier un troisième point qui est la dynamique des régimes d'attachement social. Il y a un point important, peut-être que je n'ai peut-être pas suffisamment insisté quand j'ai parlé des comparaisons internationales, mais si on peut parler aussi bien de régime d'attachement social, c'est parce qu'il existe aussi un pouvoir symbolique de l'État et une pensée de l'État. S'il y a un régime d'attachement social, c'est en grande partie, et si on peut faire cette analyse à l'échelle nationale, c'est qu'il existe dans chaque société un processus de concentration et d'unification qu'accomplit l'État. Car c'est bien l'État qui parvient à imposer, parfois au-delà des régions, des traditions locales, parfois des langues, un socle commun de droits, de culture, d'expériences vécues que les citoyens vont finir par incorporer et par
reproduire comme autant d'éléments de leur histoire et de leur mémoire collective. Ça, c'est vraiment un point important. Il s'agit d'un pouvoir symbolique d'imposition, d'un système normatif que les citoyens vont intérioriser, incorporer. Ce pouvoir symbolique, chez Pierre Bourdieu notamment, correspond à une forme de domination, parfois douce, mais aussi parfois brutale, évidemment. La socialisation implique des contraintes, on l'a vu, mais parmi ces contraintes, il y a celle, effectivement, qu'impose un système étatique, un pouvoir symbolique de l'État. Il suffit de rappeler la façon dont l'État français, par exemple, notamment sur la Troisième République, au moment où écrivait Durkheim, a tenté d'unifier le pays au nom de la raison, en imposant sa légitimité et son emprise sur le système éducatif. Comment on fait des citoyens? Par le système éducatif, évidemment. Et on a essayé, sous la Troisième République, de gommer les aspérités locales, les différences et différenciations locales. On a même stigmatisé les langues régionales à l'école. Moi qui suis breton d'origine, je peux vous dire que le breton, par exemple, a été, au XXe siècle, interdit à l'école, alors que c'était la langue maternelle de tous les habitants d'une grande partie de la Bretagne. Mes parents, par exemple, ont appris le français à l'école. Et donc, il était, quand je dis qu'on a stigmatisé les langues, il s'agissait bien d'interdire la pratique du breton, qui n'est pas un dialecte, qui est une véritable langue régionale. Donc, l'État français, au nom de la raison, au nom de l'unification, il y aura toujours des personnes qui vont dire qu'il fallait le faire pour assurer la cohésion nationale, mais c'est bien quand même une pensée d'État, un pouvoir symbolique de l'État, d'imposition, qui se traduit par un processus de concentration et d'unification. Mais si on va parler de régime d'attachement social, c'est aussi en raison, vous voyez bien, de ce pouvoir symbolique de l'État. La question qu'on pourrait se poser, et que j'ai essayé de traiter, notamment dans la conclusion de l'ouvrage, puisqu'on aboutit à une typologie des régimes d'attachement social. Est-ce que le régime d'attachement social universaliste constitue la référence suprême? Alors, qu'est-ce que nous dit finalement, qu'est-ce que nous disent les analyses statistiques que je vous ai présentées? En termes d'accès au bien-être, d'épanouissement personnel, de protection individuelle et collective face aux aléas de la vie, de limitation du risque de pauvreté et d'inégalité, aussi bien de classe que de genre, le régime d'attachement universaliste apparaît bien objectivement comme le plus favorable, celui que l'on pourrait définir alors comme un modèle à atteindre ou à imiter. Si on vous demande dans quel pays il y aura le moins de misère, le plus de possibilités d'épanouissement personnel, le plus de protection des individus face aux aléas de la vie, le moins d'inégalité de pauvreté, le moins d'inégalité de genre, de séparation des sexes, objectivement, on est obligé de dire qu'il y a des pays où ces conditions sont plus réunies que d'autres, et ces pays vont se retrouver dans un régime qu'on peut définir comme un régime justement d'attachement universaliste. Mais je dirais que c'est souvent, un danger quand même de raisonner uniquement comme ça. Il y a des chercheurs qui glissent parfois vers une conclusion apologétique, empreinte souvent de scandinavophilie, un peu comme s'il allait de soi que la référence suprême en matière de solidarité ne pouvait être que ce modèle scandinave qui apporte ce bien-être, cet épanouissement personnel le plus ouvert possible.
Mais je le dis et je voudrais insister sur ce point, cette hiérarchisation, si on va si on la présente comme ça, elle me paraît véritablement dangereuse pour plusieurs raisons et je vais essayer de les reprendre. Premièrement, c'est dangereux parce que, il ne suffit pas d'appliquer les politiques publiques des pays nordiques, par exemple, n'importe où pour atteindre les mêmes résultats. Là, souvent, le raisonnement simpliste dit: «Regardez comment font les pays, scandinaves, appliquons les mêmes politiques, appliquons les politiques des pays scandinaves, au Brésil et tout ira bien». Heu, En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que, les dispositifs institutionnels sont ancrés dans l'histoire de chaque pays et donc difficilement transférables d'un pays à l'autre. Ça, c'est un premier point. C'est ce qu'on appelle, la path dependence ou la dépendance au chemin emprunté et c'est les sociologues, les politologues aussi, dans le domaine, de la sociologie, qu'on pourrait dire les qui prend en compte la force des institutions, qui insiste justement sur ce processus de dépendance au chemin emprunté. Mais si on se place de notre point de vue plutôt du côté des liens sociaux, comme on le fait depuis le début de ce mini-cours, on voit bien que les liens sociaux se maintiennent également durablement dans la vie collective parce qu'ils sont profondément intériorisés par les individus et les groupes. Et dans le livre, j'ai beaucoup insisté sur le maintien de ces liens sociaux par ce processus, par un triptyque de ce processus qui est le contrôle social, l'habitus et la mémoire collective. Donc ces trois dimensions vont se compléter alors qu'on les aborde le plus souvent de façon séparée. Et donc si les liens sociaux perdurent, perdure également leur entrecroisement normatif. C'est la raison pour laquelle les sociétés ne peuvent pas passer facilement d'un régime d'attachement à l'autre. On ne fait pas cela comme par une simple volonté politique de changer la société. C'est un processus extrêmement long et on ne peut pas le faire parce qu'il est profondément intériorisé par les individus eux-mêmes depuis qu'ils sont sur Terre, depuis leur processus de socialisation. Euh, Bien sûr, les pays ne sont pas pour autant figés à tout jamais dans un modèle, mais les évolutions sont inévitablement lentes et c'est le plus souvent à l'occasion de crises majeures que les mutations peuvent se produire. Donc vous voyez que finalement, dire qu'on va transformer un pays et lui dire ben, il faut qu'il se rapproche des pays nordiques, cela n'a pas de sens parce qu'effectivement, ça ne se fait pas comme ça. Deuxièmement, cette hiérarchisation et ce raisonnement est simpliste et erroné parce qu'en en fait, dans la réalité, il n'existe pas de modèle parfait. Et ça, il faut s'en rendre compte. J'ai essayé dans cet ouvrage d'analyser justement les contradictions, les imperfections de chacun des régimes. Parce qu'il n'existe pas un seul régime d'attachement social exempt de contradictions internes. Chaque pays est confronté à des défis qui entament parfois leur cohérence normative. C'est la raison pour laquelle on va se dire, ben, finalement, ça ne fonctionne pas si bien que ça dans le pays. Il y a des tensions, il y a véritablement des contradictions. Par exemple, on pourrait les souligner, les pays proches du régime d'attachement familialiste dont on a beaucoup parlé mardi dernier, à la 5e séance, comme les pays d'Amérique latine, du Japon ou les pays méditerranéens, vont tous être confrontés ou sont tous confrontés à un déclin démographique à la suite de la chute spectaculaire de la fécondité. C'est-à-dire que là, alors que le modèle repose sur la famille comme cellule de base de la société, ce sont des pays où justement on sent qu'il y a une réticence des femmes, des jeunes femmes, de s'inscrire dans ce modèle familialiste comme cela a été le cas dans le passé. Et la seule façon d'éviter effectivement de reproduire ce modèle, c'est de faire moins d'enfants.
et en tout cas, on fait aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant quand même, hein, on fait moins d'enfants aujourd'hui dans les pays latino-américains que dans les pays nordiques. Donc on voit bien qu'il y a des contradictions. Dans les pays proches du régime d'attachement organiciste, comme la France, bah, la norme de l'emploi stable continue de s'imposer. C'est comme si, pour se réaliser personnellement dans ces pays, en France et dans les pays proches de ce régime, heu, il fallait de toute façon passer par un emploi, par la société salariale. Mais dans ces pays, la précarité s'est considérablement développée ces dernières années. Le chômage est un chômage de masse qui compromettent l'avenir de franges importantes de la population. Et donc, c'est à l'origine d'une conception de délitement du lien social dans ces pays parce que justement, il y a une contradiction entre l'objectif qui constitue la base finalement de l'attachement à la société à travers ce modèle de la société salariale, mais qui est remis en question pour une grande partie de la population. On va retrouver des contradictions également dans les pays proches du régime d'attachement volontariste. Aux États-Unis, on parle beaucoup de la menace d'un déclin du civisme associatif, et on pourrait dire que ce déclin sonnerait le glas d'une nation en perdition. Les travaux de Robert Putnam montrent effectivement qu'il y a un déclin des communautés engagées au sens donc de ce capital social qu'il prend en compte, et il reconnaît qu'il y a enfin, il défend l'idée, qui était contestée d'ailleurs par certains, qu'il y a un déclin de ce civisme associatif. En tout cas, il y a des discussions autour de cela aux États-Unis. Mais si l'on voit aussi ce que j'ai essayé de vous montrer lors de la séance sur les comparaisons internationales, les États-Unis, c'est aussi un pays comportant 51 États, et ces États bah, sont différents les uns des autres, et on pourrait dire que le déclin du civisme associatif n'est peut-être pas ce qu'on constaterait partout, en tout cas, dans cette grande nation. On pourrait voir aussi une des contradictions dans les pays nordiques, ou tous les pays sont proches de ce régime d'attachement universaliste, qu'il y a au cours des dernières années, non seulement une montée des politiques néolibérales qui transforment un peu ce rapport social à l'État, mais aussi une montée du racisme, de la xénophobie, et une poussée de l'extrême droite également dans ces pays, avec une volonté de ces pays parfois bah, de se replier sur eux-mêmes, ce qui remet en question leur perspective tout à fait universaliste. Euh, et par ailleurs, les travaux que j'ai pu consulter montrent que dans les pays scandinaves, il y a une crise de la jeunesse. On voit des formes de dépression vraiment très impressionnantes parmi les jeunes. Euh, et ce qui est un peu paradoxal, parce que ce sont sans doute les jeunes les plus favorisés du monde entier, en termes de protection, en termes de possibilités d'épanouissement personnel, mais on constate que finalement, il y a là peut-être les limites d'un modèle. C'est un modèle, le bien-être excessif, lorsqu'il n'y a plus rien à prouver dans l'existence, quand tout est facile, peut conduire parfois à des formes de dépression. En tout cas, c'est quelque chose que l'on constate dans les pays scandinaves. Donc, on voit bien qu'il n'existe pas de monde parfait. Il faut pas se faire d'illusions. On va retrouver des problèmes partout. Un autre point, c'est que ces différences entre les régimes d'attachement social bah, ne correspondent pas à des étapes de la solidarité humaine. Ça, c'est vraiment quelque chose, même si tous les chiffres semblent montrer que plus on se rapproche du régime d'attachement universaliste, plus on va vers plus d'égalité selon les classes sociales, selon les inégalités entre les sexes, etc. Et en termes de progrès, en termes de bien-être général, rien ne permet de prouver qu'il s'agit pour autant d'étapes. Il faut y voir plutôt la traduction d'évolutions contrastées
sous l'influence de plusieurs facteurs historiques, souvent différents d'une société à l'autre, et ne pouvant pas, de ce fait, être intégrés dans un schéma unique. Donc, il faut plutôt essayer de raisonner à l'intérieur de chaque ensemble, en essayant de voir les avantages, les inconvénients, les progrès inévitables que l'on a à accomplir mais sans avoir une perspective de se rapprocher d'un modèle qui serait le modèle le plus parfait. Et je dirais enfin qu'il y a une dernière raison de ne pas hiérarchiser les régimes d'attachement social, parce que cette hiérarchisation passerait sous silence les inégalités qui prévalent à l'échelle mondiale entre les nations. Car si on regarde bien, les pays proches du régime d'attachement universaliste sont tous, sans exception, des pays riches, des pays prospèrent sur le plan économique, tandis que les pays proches du régime d'attachement familialiste, en particulier les pays du groupe à dominante traditionnelle, sont globalement pauvres, voire très pauvres. Et les premiers peuvent se prévaloir d'une avance considérable en termes de développement économique, social et humain sur les seconds, mais il ne faut pas pour autant oublier les leçons des relations économiques internationales et rappeler que les seconds, c'est-à-dire les pays les plus pauvres, même lorsqu'ils sont qualifiés d'émergents, comme c'est le cas du Brésil, vivent dans la dépendance économique et financière des premiers. Donc, il y a bien des inégalités aussi entre les nations. D'ailleurs, ces inégalités à l'échelle du monde proviennent pour la plupart des inégalités entre pays et non des inégalités internes. Naître dans un pays riche constitue déjà une rente. Et donc, on ne peut pas avoir une analyse en termes d'étapes de la solidarité humaine sans prendre en compte les rapports de domination qu'il peut y avoir à l'échelle internationale, entre les nations riches et les nations pauvres. Les nations riches continuant finalement à imposer leur domination sur les pays pauvres par le biais, par exemple, des marchés financiers, mais aussi par toute une série de dépendances qui profitent bien sûr aux premiers. Donc, hiérarchiser les régimes d'attachement social n'a pas de sens de ce point de vue-là également. Maintenant, je voudrais terminer ce petit tour d'horizon en vous parlant d'autre chose. C'est d'un projet de recherche, comme il pourrait y en avoir bien de nombreux, un projet de recherche sur les aspirations et les stratégies d'ascension sociale dans les quartiers populaires de plusieurs grandes métropoles. J'ai voulu vous présenter ce projet qui pourrait constituer donc une recherche que je souhaite entreprendre dans les prochains mois. Et donc, c'est un sujet finalement que je propose qui est peu étudié en lien, en tout cas, avec la théorie de l'attachement social, d'où mon intérêt, évidemment. Parce que les aspirations et les stratégies d'ascension sociale dans les quartiers populaires, finalement, sont rares, elles ont été peu étudiées. La grande majorité des recherches sur les quartiers populaires oscillent entre deux problématiques qui sont finalement opposées. Et si vous regardez les travaux, les monographies que l'on réalise, et il y en a de nombreuses sur les quartiers populaires, on va retrouver ces deux thématiques. La première, c'est le quartier populaire qui est conçu comme un mode d'organisation communautaire, au sens de la constitution d'une identité collective propre, et du sentiment partagé d'appartenir à un groupe commun au destin homogène. Donc, on va dire que finalement, le quartier populaire, c'est un tout social qui constitue un mode de socialisation spécifique qui se traduit par une identité forte que vont défendre les habitants de ce quartier, avec aussi une mémoire collective qui se reproduit de génération en génération. Mais à l'opposé de cette approche, on va trouver donc une autre approche qui met en avant que le quartier populaire est plutôt un lieu de relégation, de disqualification sociale, se traduisant par des rapports sociaux entre habitants qui sont tendus et de nature parfois conflictuelle,
propice à des formes de désorganisation sociale et de délitement des liens sociaux. D'un côté, on voit effectivement, dans la première approche, le quartier populaire comme quasiment un village dans la ville, un village autonome, où il fait bon vivre, où il y a des formes de solidarité intense. De l'autre, c'est le quartier complètement désorganisé, où les habitants sont en lutte les uns contre les autres, où il y a beaucoup de criminalité, où il fait mal vivre, où on a envie de partir, de déménager. Et donc, dans l'une et l'autre de ces thématiques, en fait, je me rends compte, alors qui correspondent à des travaux tout à fait passionnants et que je ne remets absolument pas en question, mais dans l'une et l'autre de ces thématiques, la question des aspirations et des stratégies d'ascension sociale apparaît comme secondaire. Et donc, c'est ce point-là, le point aveugle en quelque sorte de ces monographies que je voudrais et éviter et approfondir cette question. Donc, approfondir, c'est prendre au sérieux l'hypothèse que les habitants de ces quartiers peuvent nourrir de réelles aspirations d'ascension sociale. Vivre dans un quartier pauvre ne veut pas dire que l'on n'a pas envie de changer de quartier, de changer parfois de groupe social de référence, j'y reviendrai. Donc, il ne s'agit pas ici de sous-estimer le risque élevé de reproduction sociale dans ces quartiers. La probabilité de mobilité sociale ascendante, elle est faible. Si vous prenez beaucoup de quartiers populaires de São Paulo, comme de la région parisienne, ben, la probabilité d'avoir une mobilité sociale très, très élevée, elle est relativement faible. Et donc, les travaux menés en sociologie urbaine le montrent amplement. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas pour autant prendre en compte l'hypothèse que les habitants de ces quartiers, quel que soit leur ancrage dans le tissu social de leur environnement de quartier, peuvent nourrir de réelles aspirations d'ascension sociale et élaborer des stratégies pour y parvenir. Et c'est cela que je vous souhaiterais étudier. On peut en effet considérer que certains habitants investissent par exemple dans l'école et l'éducation de leurs enfants, dans l'espoir que ceux-ci parviennent à une meilleure position sociale que la leur. En fait, tout le combat va être d'essayer d'offrir à ces enfants une meilleure perspective. Alors, je voudrais développer 3 problématiques successives qui pourraient correspondre, si l'enquête se fait par entretien approfondi, je vous montrerai comment on peut entreprendre ce travail, pourraient correspondre finalement à trois thématiques de cette grille d'entretien. Tout d'abord, la première problématique, c'est que les aspirations et les stratégies d'ascension sociale dans les quartiers populaires impliquent-elles une transformation des rapports sociaux au sein de ces quartiers sous la forme d'un détachement social vis-à-vis de certains groupes jugés indésirables. C'est-à-dire, au sein du quartier, nourrir un projet d'ascension sociale pourrait conduire à prendre progressivement des distances vis-à-vis de certains habitants du quartier, d'affirmer une volonté de distinction sociale, d'affirmer sa différence. Et quand vous étudiez, quand vous faites des monographies de quartier, à São Paulo, j'ai parcouru beaucoup de quartiers dans la périphérie ces dernières années, et je me suis rendu compte que beaucoup de quartiers sont très hétérogènes, finalement, socialement. Il ne faut pas croire que un quartier populaire est un quartier où tous les habitants sont parfaitement sur le même statut et vivent de la même façon. Il y a des inégalités au sein de ces quartiers. Et donc aussi des stratégies de distinction sociale, d'affirmation d'une supériorité de certains par rapport aux autres. Alors, cette problématique se traduit justement, cette première problématique se traduit du point de vue de la théorie de l'attachement par justement ce processus qui conduit à prendre en compte le processus d'attachement, mais aussi le processus de détachement social. J'ai remarqué dans certains quartiers populaires de la métropole parisienne qu'on peut observer une tendance à la dissension normative qui traduit en réalité un processus de détachement social de certains habitants vis-à-vis de leur quartier. La dissension normative, ça veut dire qu'il y a un désaccord sur les normes
dans les normes à suivre dans le quartier. Et certains habitants éprouvent un tel malaise qu'ils affirment souhaiter déménager au plus vite, même s'ils savent qu'ils n'en ont pas les moyens dans l'immédiat. Il y a tout un chapitre dans l'ouvrage qui porte sur l'entre-soi des quartiers pauvres. Je n'ai pas eu le temps de l'aborder dans ce mini-cours, mais pour mesurer l'attachement au quartier, on utilise une question qui est formulée de la façon suivante. Si vous deviez déménager, est-ce que vous regretteriez votre quartier? C'est une façon de mesurer, si vous voulez, l'attachement au quartier. Et dans les quartiers de la région parisienne, on constate, quand on pose cette question, qu'il y a une grande majorité de la population qui dit non, non, je ne regretterai pas mon quartier parce que je ne m'identifie pas à ce quartier, ce qui veut dire qu'il y a un malaise, il y a une sorte de dissension normative dans le quartier, si bien que ces personnes souhaitent véritablement se détacher au plus vite des habitants qui vivent dans ce quartier. Et ce détachement exprime le plus souvent une aspiration profonde à gravir l'échelle sociale pour se défaire du stigmate du quartier et du risque d'être assimilé aux habitants qu'ils jugent indésirables. Et donc, dans le processus de disqualification sociale, il y a aussi cette dimension d'être finalement obligé de vivre parmi des personnes auxquelles on ne s'identifie pas, que l'on considère inférieures, voire même indésirables. Et ces personnes vont parfois essayer de détourner le discrédit, d'échapper, de faire en sorte que le discrédit d'habiter dans ce quartier ne les touche pas, pour montrer qu'ils sont autre chose, qu'ils sont davantage, qu'ils veulent sortir de ce quartier, qu'ils ne s'identifient pas à ce quartier. Donc ce processus de détachement social, je me posais la question, est-ce qu'on va aussi le trouver dans les quartiers populaires de São Paulo? Et je fais l'hypothèse qu'on va le retrouver aussi dans ces quartiers populaires. Et là, il me semble qu'on peut, peut-être souligner le rôle des communautés évangélistes néo-pentecôtistes qui développent dans ces quartiers aussi cet état d'esprit de la réussite personnelle plutôt que de la réussite collective. Réussir, faut réussir, et donc réussir, c'est aussi se détacher de ceux qui ne réussissent pas ou qui ne font pas tous les efforts nécessaires pour justement réussir. Et donc, ces courants, aujourd'hui, développent des valeurs individualistes et de réussite, et elles peuvent entretenir et parfois même accentuer les formes de distinction sociale entre les habitants. Là où, dans le passé, on a pu imaginer, et à São Paulo, ça a été le cas, des communautés de quartiers très organisées pour la défense de leur quartier, pour revendiquer des droits, pour revendiquer des aménagements collectifs adaptés, pour revendiquer des services, on voit aujourd'hui, dans d'autres quartiers, un affaiblissement de ces communautés de résistance collective par le fait que il y a plutôt des stratégies individuelles de distinction sociale, d'affirmation de soi, qui passent par un renoncement à toute action collective qui pourrait être menée à l'échelle du quartier. En tout cas, c'est la première hypothèse que je voudrais développer. La deuxième problématique qui renvoie à la question de l'école. L'école est-elle considérée par les habitants de ces quartiers comme un tremplin pour réussir une ascension sociale fondée sur la réussite des enfants? Et les parents s'y investissent-ils en essayant de peser sur l'orientation et la trajectoire sociale de leurs enfants? Ou sont-ils au contraire défaitistes en adoptant une attitude de repli? Est-ce que dans les quartiers populaires, on attache de l'importance à l'école? Cela a été étudié beaucoup dans les quartiers populaires en France. Et notamment parce qu'en France, on a adopté à l'échelle nationale un processus qui conduit à l'allongement général des scolarités. L'échec scolaire aujourd'hui conduit véritablement à la disqualification des enfants en difficulté des classes populaires. Et donc, on associe très souvent la délinquance juvénile, le malaise des banlieues, à l'échec scolaire.
Et donc, aujourd'hui, on voit que le niveau de scolarisation, des enfants augmente et donc ceux qui échouent, par définition, sont, disqualifiés. Et on a par exemple pour l'accès au baccalauréat, qui est un diplôme qui était, dans le passé assez élevé dans la hiérarchie, des diplômes. Aujourd'hui, il est banalisé et donc on passe son baccalauréat à 18 ans en général, et on a un taux de réussite au baccalauréat qui est de 80 ou parfois dans certains quartiers qui est encore plus, dans certains lycées, on atteint 100 de réussite. Donc c'est une sorte de banalisation de ce diplôme qui n'est plus aussi prestigieux qu'il a pu l'être et par conséquent, lorsque dans une, dans une génération, vous avez, un taux de réussite aussi élevé, ceux qui ne réussissent pas et ceux qui, échouent et quittent l'école avant d'atteindre 18 ans, bah, sont profondément, disqualifiés, évidemment. Et donc les parents de ces enfants qui ne réussissent pas, vont pouvoir essayer parfois de se défendre des accusations de carence éducative dont ils font l'objet immédiatement. On va même certains, certains responsables politiques ont même proposé d'enlever aux parents qui ont des enfants délinquants, de leur retirer les allocations familiales, de les pénaliser en disant qu'ils ne s'occupent pas suffisamment de leurs enfants, donc on va leur retirer les aides de l'État. Euh, Ce qui, bien sûr, est combattu par la plupart des associations et des mouvements de défense des droits. Mais donc, alors que certains vont être accusés de carence éducative, d'autres familles veulent se défaire de ce stigmate potentiel qui les guette et elles vont s'investir dans l'école, elles vont suivre les recommandations de l'école, elles sont soucieuses de la réussite scolaire de leurs enfants et elles vont s'y investir plus que d'autres. Elles accompagnent pardon, leurs enfants dans leur scolarité en espérant que ces enfants pourront aller le plus loin possible dans leurs études. Donc, entre ceux qui se rebellent contre l'accusation stigmatisante d'être de mauvais parents et ceux qui, au contraire, cherchent à jouer le jeu de l'école en surinvestissant la scolarité de leurs enfants, ben, il existe un écart considérable à partir duquel se construisent les réputations des uns et des autres. Et donc, on pourrait essayer de voir que les stratégies d'ascension sociale sont aussi les stratégies qui passent, pour certaines familles, par le fait de vouloir jouer le jeu de l'école, c'est-à-dire de faire en sorte que les enfants puissent réussir et mieux que la plupart des enfants de ces quartiers. Pardon. Et donc, est-ce que c'est le cas dans les quartiers populaires de Sao Paulo? La situation est sans doute différente. Les chances de réussite scolaire des enfants de ces milieux populaires est sans doute faible, mais je crois aussi qu'il ne faut pas sous-estimer les efforts réalisés au cours des dernières décennies pour améliorer la qualité de l'enseignement et le niveau d'éducation. Et puis, il existe aussi dans les favelas, je l'ai remarqué, des programmes d'éducation de jeunes et d'adultes sous la forme de cours du soir qui s'adressent à des personnes n'ayant pas de diplôme ou n'ayant jamais fréquenté de l'école et ils permettent d'acquérir des connaissances de base et de préparer à des métiers précis. J'ai eu une étudiante brésilienne qui avait vécu dans une favela de Rio dans son enfance, dont la mère était employée domestique et qui a consacré toute sa vie à l'éducation de sa fille. Elle a beaucoup travaillé, elle a suivi des cours du soir pour pouvoir l'accompagner dans ses études et elle a fait ses études en France et elle est en train de préparer une thèse. Donc, on voit qu'il y a aussi des stratégies très, très fortes dans ces quartiers populaires. Et on peut faire l'hypothèse que l'école peut être aussi dans les favelas, donc un enjeu d'ascension sociale pour les familles et que certaines d'entre elles s'y investissent pour atteindre cet objectif. Je vois que je suis trop long, je vais très vite terminer par la troisième problématique, ce qui renvoie finalement aussi à l'idée que les pauvres peuvent avoir une représentation spécifique des autres classes sociales et en particulier des riches.
je crois qu'on peut se poser la question de ce que les pauvres pensent des riches, ce qui est le contraire d'ailleurs d'un livre que j'ai publié et qui s'intitule « Ce que les riches pensent des pauvres ». Là, on peut essayer de faire l'inverse, essayer de regarder comment les pauvres perçoivent les autres catégories sociales. À quel groupe social, donc les habitants de ces quartiers, se réfèrent-ils lorsqu'ils rêvent d'ascension sociale? Souhaitent-ils devenir riches ou conservent-ils une hostilité à l'égard des riches et de la richesse? Lorsque vous aviez les quartiers ouvriers d'autrefois, à un moment où les luttes de classe étaient très très fortes, bah, les ouvriers n'avaient parfois une sorte d'hostilité à l'égard des riches. Il s'agissait de combattre le patronat, de combattre les riches. Aujourd'hui, est-ce que cela est-il toujours vérifié? Est-ce que les pauvres n'ont pas finalement des aspirations à devenir riches? En tout cas, il faudrait le, le vérifier. Et donc, on peut étudier le rapport aux catégories supérieures. Donc, il faut s'interroger sur la façon dont les habitants perçoivent les autres quartiers plus favorisés et se positionnent sur l'échelle sociale par rapport aux catégories supérieures. Et moi, je remarque à São Paulo, donc les habitants des favelas, des quartiers populaires, sont nombreux à travailler dans des quartiers plus riches de la métropole pour exercer de nombreux emplois, travail à domicile, de gardiennage, d'entretien des immeubles. Et ils côtoient régulièrement des catégories pourvues d'un statut économique et social supérieur au leur. Ils côtoient la richesse, ils côtoient le mode de vie des catégories supérieures. Et on peut dire effectivement que ça peut avoir un effet, comme cela peut en avoir un effet aussi à Paris. Et donc, on pourrait reprendre ici le concept et l'adapter, et c'est ce que j'essaye de faire, un concept qui est vraiment intéressant, qui a été développé par Merton, et qui est le concept de groupe de référence, qui est un concept qui désigne le processus par lequel un individu s'identifie ou se compare à un groupe différent du sien, qu'il soit constitutif d'une famille, d'un groupe d'âge, d'une profession ou d'une classe sociale. Et donc, on peut faire l'hypothèse que les habitants des quartiers populaires de Paris et de São Paulo, qui espèrent gravir l'échelle sociale, sont influencés par les normes et les valeurs d'un groupe de référence qu'ils connaissent ou qu'ils s'imaginent, même s'ils en ont une connaissance pas toujours complète. Il faut alors essayer d'évaluer de quel groupe il s'agit et de rechercher comment ce groupe de référence a pu devenir pour eux une référence. D'une façon plus générale, il s'agit d'étudier donc les mécanismes par lesquels se forment les représentations sociales des autres groupes sociaux et en particulier de celui qui va constituer le pôle positif à partir duquel un projet d'ascension sociale, un projet d'accès à un statut social supérieur va pouvoir se dessiner. Et c'est cela que je voudrais essayer de faire. Alors, la méthodologie d'une telle recherche, bah, ça reposera bien sûr sur une enquête plutôt qualitative, réalisée dans plusieurs quartiers populaires de São Paulo et de Paris, 2 à 3 dans chaque métropole. J'ai commencé à y réfléchir pour São Paulo. Ça pourrait être une recherche que je pourrais accomplir à partir de l'année prochaine. Une fois les quartiers choisis, bah, il s'agit d'organiser l'enquête de terrain proprement dite. Cette enquête reposera sur des observations ethnographiques, mais aussi sur des entretiens approfondis auprès d'un échantillon de ménages. L'idée serait de réaliser une centaine d'entretiens dans chaque métropole. Si nous en retenons 2 par métropole, il s'agirait donc d'interviewer 50 ménages par quartier, par exemple, pour avoir une vue assez globale. Donc, conclusion rapide, l'attachement, qui est une conclusion de ce mini-cours, l'attachement social correspond à l'entrecroisement de 4 types de liens sociaux, tels qu'ils s'opèrent en chaque individu par le processus de socialisation, ça vous l'avez compris. Un point important, c'est que j'ai insisté sur la double dimension de la protection et de la reconnaissance. Ces 2 dimensions étant au fondement de chacun des types de liens. Ce qui est important, c'est que l'attachement social se déploie également au niveau collectif. Ce n'est pas simplement à l'échelle de l'individu que l'on analyse ce processus d'attachement social. Il existe au sein de chaque société un mode de régulation des normes relatives à ces différents types de liens qu'il faut prendre en compte. Et bien sûr, vous avez vu que la comparaison internationale a permis de distinguer 4 types principaux de régimes d'attachement social: familialiste, volontariste, organiciste et universaliste. Et les 2 niveaux dans cette théorie
individuel et collectif de l'attachement social sont reliés entre eux. Et en cela, la théorie de l'attachement social offre, de mon point de vue, un cadre analytique pour les prendre comme un tout social, dans la perspective très maussienne, très proche de Marcel Mauss, dans le courant de la sociologie française. Et je vous remercie de votre attention. Alors, nous n'avons plus que 2 minutes pour des questions. Oui, il faut prendre un micro. Il propose 15 minutes. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup au traducteur. Oi, então, bom dia a todos. A minha pergunta diz respeito a essa... Não está te ouvindo. Você não me ouve? Ah, talvez por causa do... Você tem que falar no... Pegar o outro. Naquele... Fala no microfone. Ah. Je veux... Temos um problema técnico, que é a do Antoni, o nosso tradutor, ele só va ouvir pela lapela. Donc, il faut que je me déshabille, faut que je me déshabille devant tout le monde pour passer le micro. Bon. Alors, la question, c'est sur des remarques que vous prenez pour ne pas comprendre les attachements sociaux comme des étapes. Et vous avez parlé surtout sur au niveau global. Je me questionne si ça marche aussi pour les niveaux individuels. Parce que quand on avait parlé des familismes, par exemple, et des lacs qui sont tout plus présentes au quartier pauvre, des gens plus dévalorisés socialement, c'est aussi une façon de comprendre des raisons pour que des gens n'arrêtent pas la lassitude sociale, par exemple. Bon, comme si on aborde la trajectoire de l'individu, il y a aussi des étapes où aussi on doit prendre des remarques de que c'est pas seulement des choses qui arrivent une fois après l'autre, comme le familisme, après l'organique, après, comme si c'était une trajectoire de ma vie d'individu. D'accord, très, très bien. Merci, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que je vous ai présenté la question sous l'angle global, c'est-à-dire est-ce qu'il existe une hiérarchie entre les régimes d'attachement social, mais comme la théorie de l'attachement social se déploie du niveau individuel au niveau global, votre question est parfaitement légitime. Et on pourrait effectivement suivre là le raisonnement de Durkheim initial, qui disait que de toute façon, l'individu n'est complet qu'à partir du moment où s'entrecroisent en lui tous ces groupes. Mais dans la réalité, on n'échappe jamais totalement à un régime d'attachement social, parce que lorsque, par exemple, l'attachement social est familialiste, et lorsque les normes qui gouvernent la société dans son ensemble sont familialistes, il y a certainement un coût social plus élevé à se détacher de sa famille, parce que vous risquez d'être davantage encore marginalisé dans la société. Donc, je dirais que le détachement à l'échelle individuelle de sa famille, ou le détachement partiel, qui me semble quelque chose de normal, il va être vécu de façon très différente
d'un pays à l'autre. Et vous vous rappelez, vous avez, je ne sais pas si, oui, je crois que je vous ai parlé de l'accès à la norme d'autonomie, par exemple, des jeunes adultes, quand ils quittent quand ils doivent quitter leurs parents pour accéder à un logement stable, ben, c'est quand même, et puis fonder une autre famille, là on voit des variations considérables d'un pays à l'autre. Et le sentiment, par exemple, d'être disqualifié, d'être un peu rabaissé quand on est jeune adulte en France et qu'on vit encore chez ses parents, et quand on a près de 30 ans, parfois plus de 30 ans, qu'on est encore chez ses parents, ben, il y a un sentiment de honte qui apparaît pour certains d'entre eux, alors que dans d'autres pays, en Espagne ou en Amérique du Sud, par exemple, cette question ne se pose pas. Donc, on ne peut pas totalement, malgré tout, détacher la dimension individuelle du contexte global de la société. Mais évidemment, pour que s'entrecroisent harmonieusement ces différents groupes, il faut qu'on puisse faire de la place pour chacun d'entre eux, et donc qu'il n'y ait pas une trop grande importance qui est accordée à l'un par rapport à l'autre. Pour qu'il puisse y avoir un entrecroissement stabilisé, il faut faire de la place. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Alors maintenant, il y avait aussi une autre question. Je crois que c'est... Alors venez vous rapprocher de moi là. Parlez très fort. Ah, je vais la tirer. Bon, alors en avant. Et après, j'aurai... Ah. Bon, je vais me déshabiller devant vous. Hein. Problemas técnicos hoje. Voilà. Bom dia, né? Sempre. C'est bon. Super. Super. Eu vou ficar transitando com a câmera. Muito obrigado pela conferência e por todas as aulas do curso. Na verdade, eu tenho duas questões, inclusive, se a gente depois quiser debater alguma delas lá no seminário, porque elas não são relacionadas entre si. São questões que apareceram em dois pontos diferentes da apresentação de hoje. Né? A primeira foi em um comentário perto disso, de que você já estava respondendo para a Bettina, mas falando da hierarquização ou da não hierarquização dos regimes de vinculação social. Ao falar do universalista, você fez uma breve referência, né, da ascensão de políticas neoliberais, e daí me veio na cabeça se e como é possível pensar, do ponto de vista da teoria da vinculação social, essa relação entre políticas neoliberais e determinadas formas de desvinculação social na sociedade como um todo, e daí como isso se relaciona com a ascensão de extremismos também, né? Que vínculos são atacados por essas políticas e que vínculos se fortalecem ou como essas políticas se baseiam em determinados outros vínculos da sociedade. Então essa seria a primeira pergunta, né, de uma parte que o senhor passou bastante rápido e eu fiquei pensando, então também não sei o quanto faz sentido se aprofundar, porque também é bem ligado à minha pesquisa. A outra tem a ver com a proposta de pesquisa, e talvez o que me veio na cabeça seria talvez uma nova problemática que apareceu, que é, será que a gente pode pensar a inserção em organizações criminais, e pensando em São Paulo, facções, ou se for o caso do Rio de Janeiro, em milícias, também como parte de estratégias de ascensão social, e como isso se relaciona com outras formas de vinculação, porque, enfim, acho que talvez tenha algo aí que a realidade brasileira possa nos trazer à luz da teoria. Muito obrigado. Merci vraiment beaucoup pour ces deux questions qui sont l'une et l'autre très importantes. Je reviens tout d'abord sur l'effet des politiques néolibérales. On les connaît, c'est-à-dire que ces politiques néolibérales vont conduire à mettre l'accent sur l'autonomie, l'individualisation
sur la réussite personnelle, et cela donc en prônant une remise en question justement des protections collectives acquises par les luttes sociales au cours des dernières décennies et tout au long du XXe siècle. Alors, on voit effectivement l'effet de ces politiques néolibérales, y compris dans les pays nordiques. Les pays nordiques, si on prend en compte la Suède, par exemple, est un pays qui est devenu vraiment beaucoup moins un état de bien-être que dans le passé, même s'il y a encore beaucoup de protection sociale, mais il y a eu un effet véritablement de transformation du paysage social par ces politiques néolibérales. Et justement, vous avez entièrement raison de mettre ça en relation avec la crise que provoque dans ces pays qui avaient atteint un niveau très élevé de protection sociale et de bien-être, la crise que cela provoque quand on remet en question le socle de ce qui a fait la société. Donc ces politiques néolibérales, elles conduisent à l'accentuation des inégalités et elles nourrissent aussi un fond de croissance des partis d'extrême droite, ce qui est le cas dans tous les pays nordiques. Une sorte de défense collective par ce sentiment qu'il faut se protéger et qu'il faut se couper de toutes ces politiques qui viennent de l'extérieur et qui sont prônées au nom de la globalisation de l'économie. Et donc, c'est la raison pour laquelle, et c'est le cas aussi en France, il y a une menace de plus en plus forte d'ascension donc de l'extrême droite et de l'arrivée même au pouvoir de l'extrême droite. Ce risque est dans toutes les têtes. Et donc, il faut bien le prendre en compte. Et donc, il s'agit d'un processus qui va conduire à une forme de détachement social par rapport au modèle, en tout cas, qui a été constitué dans le passé. Alors, la proposition de recherche, vous avez entièrement raison. Si aujourd'hui, beaucoup de jeunes habitant les quartiers populaires de la banlieue, et vous parliez vraiment de São Paulo et du Brésil comme un exemple peut-être idéal typique, mais c'est le cas aussi des associations criminelles dans les quartiers populaires de la région parisienne. C'est-à-dire que dans ces associations, enfin dans ces groupes, il y a effectivement l'idée de la richesse. L'enrichissement est considéré comme une valeur. Et ça se voit même quand j'écoute parfois du rap. Dans le rap, vous avez souvent cette déclaration finalement qui n'est pas une déclaration d'hostilité à la richesse, mais au contraire une sorte de valorisation de la richesse. Il faut devenir riche pour s'affirmer dans la société. Et donc, c'est une inversion complète des valeurs qui pouvaient être celles des classes ouvrières d'autrefois. Et donc, pour devenir riche, parfois, tous les moyens sont bons, y compris les moyens criminels, dans certains cas. Mais vous avez aussi des formes d'ascension sociale, de rêve d'ascension sociale par le sport et notamment par le foot qui joue un rôle évidemment. Tous ces jeunes de banlieue regardent les grandes vedettes de foot qui gagnent des millions ou des milliards dans leur ville et qui suscitent véritablement beaucoup d'admiration. Donc on veut évidemment devenir comme eux. Donc c'est absolument quelque chose qu'il faut prendre en compte. Bien sûr, il y a la voie qui passe par l'amélioration de sa condition matérielle à travers le travail, à travers l'effort quotidien que l'on réalise, mais il y a aussi la voie qui est défendue par certains d'y arriver par tous les moyens possibles, y compris des moyens totalement illégaux. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui pour laisser Anthony, notre interprète, passer à une autre conférence qu'il doit également traduire. En tout cas, je tiens aussi à le remercier très chaleureusement pour la qualité de son travail.
il a fait ce travail avec beaucoup d'intérêt et j'ai pu dialoguer avec lui pendant toute dans tout ce mini-cours et donc je le remercie vraiment très fort. Et merci donc Anthony. On peut l'applaudir, mais... Et donc on se retrouve... Ça a été un plaisir de